Qui parmi vous s'est déjà senti bloqué avec un client ou avec un patient qui semble imperméable au changement? Ou qui a ressenti cette frustration quand une intervention bien pensée tombe complètement à plat? Comme cette coach expérimentée qui me confiait, après 15 ans de pratique, je me retrouve encore parfois sans solution face à certains patterns tenaces. Ces défis quotidiens, c'est le lot de tous les intervenants, même les plus aguerris. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des outils concrets, j'espère qu'ils seront concrets pour vous, pour transformer des obstacles en opportunités d'intervention. Notre approche systémique stratégique est validée par des études scientifiques qui sont publiées dans la revue RIPCO, dans la revue RIM, et qui montrent que 88% des cas d'épuisement professionnel sont améliorés ou résolus en seulement 6 mois et 6 séances en moyenne. Hein, et c'est sur une population très importante parce que c'est plus de 300 cas. Alors comment? C'est en ciblant précisément ce qui bloque le système et en intervenant là où le changement est le plus efficace et le plus efficient, c'est-à-dire efficace rapidement. Le premier défi de tout intervenant, c'est de comprendre pourquoi un système reste bloqué malgré des interventions qui sont en apparence pertinentes. Si on prend par exemple le cas de Marc, qui est dirigeant d'entreprise et qui consulte pour des conflits récurrents avec son équipe, plusieurs coachs ont tenté de l'aider avec des techniques de communication non violente ou des techniques d'intelligence émotionnelle. Et pourtant, la situation n'arrêtait pas d'empirer. Quand on a analysé finement la situation, on a découvert que sa tentative de solution principale, elle était complexe, c'était d'être finalement le plus diplomate possible. Et ça finissait par renforcer paradoxalement le problème. Plus il tentait d'adoucir ses messages, plus son équipe percevait comme un manque d'authenticité qui finissait par miner la confiance de tout le monde. Donc ça, c'est un outil pratique que vous pouvez utiliser dès maintenant pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'approche. Vous pouvez poser la question, par exemple, d'une cartographie des tentatives de solution. Vous pouvez demander à votre client de lister exhaustivement tout ce qu'il a essayé de faire pour résoudre son problème et puis explorer ensuite systématiquement comment chaque solution a pu paradoxalement renforcer sa difficulté. Pour Marc, notre intervention a été contre-intuitive. On lui a prescrit d'être délibérément plus direct, mais dans un cadre structuré. Le conflit a diminué en quelques semaines. L'alliance thérapeutique, ce n'est pas un facteur de confort, c'est un instrument stratégique d'intervention essentiel. Sophie, psychologue systémicienne, m'a consulté un jour pour un cas qui la mettait en difficulté. Un manager qui semblait adhérer à des propositions en séance, mais qui mettait rien en pratique. En fait, elle dit, j'ai tout essayé. Il acquiesce, ce manager, mais en fait, il change rien du tout. En analysant les interactions entre les deux, on a identifié un pattern qui était subtil. Sophie proposait des solutions trop rapidement avant que le client n'ait pleinement exprimé son problème. Sa tentative de solution à elle, à Sophie, d'être efficace, finissait finalement par créer une résistance passive. Donc voilà par exemple une technique immédiatement applicable. L'analyse des micro-signaux de désaccord. Il est particulièrement difficile d'écouter, d'entendre et d'être attentif. C'est comme ça qu'on peut réussir à véritablement rentrer dans un dialogue et être plus sensible à l'alliance thérapeutique. Donc cette analyse des micro-signaux fait que, par exemple, vous allez, pendant que votre client parle, noter les petits signes non verbaux de désalignement, la bouche, si vous êtes en présentiel, les bras, les mains, les légers hochements de tête négatifs, les micro-expressions faciales de doute, les changements de posture. Ces signaux, ils révèlent souvent des ruptures d'alliance invisibles. Et pour Sophie, on lui a prescrit, par exemple, de délibérément ralentir son rythme d'intervention et d'utiliser une forme de doute stratégique. Elle va dire, par exemple, je me demande si cette solution pourrait vraiment fonctionner dans votre contexte. Cette approche paradoxale a débloqué la situation en quelques semaines. C'est un peu comme les enfants. On leur dit de faire ça, ils veulent faire le contraire. Ben, il suffit de leur dire le contraire. Hein, probablement que tu n'auras pas du tout envie de faire ça. Et là, tout d'un coup, ils ont envie de le faire. Une question ordinaire cherche une information. Une question stratégique, elle crée une transformation. Thomas, qui est thérapeute systémicien,
se sentait limité dans sa capacité à générer des questions véritablement impactantes. Mes questions semblent logiques, me disait-il, mais elles ne provoquent pas de déclic. Donc, on a développé ensemble une matrice de questions stratégiques qui peut utiliser dans différents contextes. Donc, voilà 4 types de questions particulièrement puissantes que vous pouvez intégrer dès maintenant. Les questions circulaires. Comment votre collaborateur réagirait-il si, au lieu de vous voir inquiet de son erreur, il vous voyait curieux de comprendre son raisonnement? Cette question a permis à une dirigeante de transformer radicalement sa posture managériale. Ensuite, deuxièmement, les questions paradoxales. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous devriez être moins perfectionniste alors que cette exigence vous a mené jusqu'ici? Cette question aide, par exemple, un cadre à reconsidérer sa relation à l'excellence. Les questions projectives. Si nous nous retrouvions dans 6 mois et que ce problème était résolu, quelle serait la première petite chose qui aurait changé? Cette formulation a permis à une équipe en conflit d'identifier un objectif commun concret. Et enfin, les questions d'échelle. Sur une échelle de 0 à 10, où situez-vous votre confiance actuelle dans l'équipe? Qu'est-ce qui vous fait monter d'un seul point? Cette approche a transformé un problème vague en objectif concret. Dans le cas de Thomas, l'intégration de ces questions dans sa pratique lui a permis d'augmenter son efficacité. Ensuite, la reformulation. Ce n'est pas un simple écho, c'est une transformation du cadre de référence qui ouvre une nouvelle possibilité d'action. Claire, qui est coach en entreprise, se sentait limitée dans sa capacité à proposer des recadrages, mais vraiment impactants. Je comprends le concept, me disait-elle, mais mes reformulations semblent artificielles. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Combien d'étudiants terminent la formation et sont encore dans des moments où la reformulation n'affecte pas véritablement la personne qu'elle a en face d'elle, est trop limitée ou bien pas suffisamment fréquente. Donc voilà 4 techniques de reformulation stratégique que vous pouvez appliquer immédiatement. Le recadrage contextuel. Ce n'est pas que vous êtes trop perfectionniste, c'est que vous appliquez votre perfectionnisme à toutes les tâches indifféremment, même celles qui ne le méritent pas. Cette reformulation a permis à un dirigeant de redistribuer stratégiquement son énergie. Ensuite, la redéfinition positive. Guy Oslos appelait ça le méchant recadrage positif. Votre impatience pourrait être vue comme une exigence d'efficacité qui, bien canalisée, devient un atout majeur. Ce recadrage a transformé la perception qu'un manager avait de lui-même. Ensuite, troisième point, le recadrage temporel. Ce n'est pas un échec définitif, mais une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas encore. Cette perspective a aidé une équipe projet à rebondir après un revers important. Et enfin, l'utilisation du langage du client, ça c'est absolument essentiel. Quand un dirigeant parlait constamment de guerre commerciale, on a utilisé cette métaphore pour introduire le concept de trêve stratégique ou de diplomatie commerciale. Et c'est ça qui a permis d'ouvrir la voie à de nouvelles options. La personne s'est sentie reconnue, on l'a rejoint dans sa façon de penser, de percevoir le monde. Pour Claire, l'intégration de ces techniques a non seulement amélioré son efficacité, mais ça a également renforcé sa confiance dans sa capacité à intervenir dans des situations complexes. Une métaphore bien choisie peut accomplir en quelques secondes ce que des heures d'explication rationnelle ne parviennent pas à faire. Julien, psychologue en entreprise, me consultait pour enrichir sa bibliothèque de métaphores. Je connais quelques métaphores classiques, me disait-il, mais elles semblent parfois déconnectées du monde de mes clients. Donc voilà une méthode en 4 étapes, et puis après ça, on verra comment l'IA peut justement particulièrement vous aider pour ceux qui sont plus, on va dire, rationnels ou qui sont plus logiques dans la façon de fonctionner. Comment l'IA peut aussi vous aider à mieux préparer vos séances, à trouver le mot qui fait mouche, l'histoire, le conte thérapeutique pour ceux qui connaissent ces notions de thérapie familiale, qui va faire qu'à un moment donné, la personne se sent complètement rejointe dans une dimension émotionnelle. Et là, pour l'heure, je vais vous parler de 4 étapes pour créer des métaphores personnalisées que vous pouvez utiliser dès demain. Identifiez le domaine d'expertise ou de passion de votre client ou de votre patient. Pour un directeur financier passionné de voile,
nous avons développé la métaphore du réglage des voiles pour parler d'adaptation au changement. Établissez un parallèle structurel. Naviguer par gros temps ne consiste pas à lutter frontalement contre les vagues, mais à ajuster constamment ses voiles pour utiliser la force du vent. Cette image a transformé sa perception des turbulences organisationnelles. Créer des aphorismes mémorables en voile comme en management, ce n'est pas la force du vent qui compte, mais l'orientation des voiles. Cette phrase est devenue un mantra pour toute son équipe. Et puis, apprenez à développer une histoire thérapeutique, un conte thérapeutique. Nous avons élaboré un récit sur un navigateur expérimenté qui, face à une tempête inattendue, a survécu non pas en luttant contre les éléments, mais en s'adaptant constamment à leur évolution. Dans le cas de Julien, cette approche a non seulement enrichi son répertoire d'intervention, mais ça a également renforcé sa capacité à se connecter profondément avec ses clients en utilisant leur langage.